aux potes avant l'émission. À un moment donné, quand je vois ce qui s'est passé à Strasbourg hier, honnêtement, pour moi, les gars, je dis la vérité. On peut s'en prendre à Pito comme on le fait très bien parce que je pense que c'est pas l'homme de la situation, mais ce qui a été fait de A à Z sur la pelouse de la Méno, c'est indigne du Montpellier Hérault pour moi. Et on va essayer d'en débattre ensemble. Du coup, il manque le Yanou, mais on va démarrer sans lui. Je crois qu'il m'a dit qu'il arrivait en cours de route. Euh, Thomas, je vais commencer par toi, mon poulet. Si on devait parler un petit peu de Paris d'abord, une petite analyse du coup à froid, vu que le match était mercredi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match-là et toi, quels enseignements t'as tiré personnellement de cette rencontre? Alors Paris, comme on le disait, pour nous, c'est un match bonus. L'aller et le retour, on sait qu'on est clairement pas dans la même catégorie que ce club. Mais voilà, au début du match, on se disait, bah, tiens, c'est bizarre, toutes les planètes semblent s'aligner. Tu as deux pénaltys arrêtés de Kylian, il sort sur blessure, tu as Ramos qui sort sur blessure, et tu as comme un petit goût de bon scénario qui se met en route. Mais malgré ça, et puis surtout, faut pas oublier qu'on prenait un pari qui était quand même assez fébrile déjà parce qu'ils n'étaient pas en confiance. Mais c'est à ce moment-là qu'on a su enfiler le costume du FC Relance. Et voilà qu'on n'a pas su faire preuve d'enthousiasme ou d'envie de jouer. On est resté fidèle à nous-mêmes en restant derrière et en refusant le jeu. Donc j'ai pas trop compris pourquoi on n'essayait pas de les enfoncer justement alors qu'il y avait un peu tout qui était contre eux. Ouais. Donc voilà, fallait pas s'étonner au bout d'un moment s'ils arrivaient à marquer un peu sur un coup du sort avec Sarabia. Et ensuite, ils ont pu Fabian. Fabian. oui, Fabien Ruiz, pardon. Sarabia, il joue plus là. Fabien Ruiz. Mais voilà, un but un peu voilà qu'on attendait. Mais voilà, on a su rien proposer. On marque quand même sur la fin avec une occasion pas hyper bien construite. Mais voilà, c'est Nordin, il a provoqué sa chance et c'est comme ça qu'on marque, donc très bien. Et on a senti le match un peu s'emballer, mais on n'a pas réussi à marquer, même si c'était pas loin. Mais ça suffit pas de jouer 5 minutes sur un match, surtout contre le PSG. Et j'ai l'impression que voilà, il y avait une vraie carte à jouer, mais qu'on a laissé passer notre chance. Et c'est vraiment dommage. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué pendant le match, c'est qu'il y en a un qui était vraiment au-dessus, en tout cas en termes de motivation et d'envie, c'était TJ, mais qui était vraiment isolé sur ce match. Donc j'attendais pas les 3 points. Je pensais vraiment au début du match qu'il y avait peut-être un truc à faire, mais j'étais déçu du manque d'ambition et d'envie de l'équipe. Moi, j'ai un problème, Thomas. Je te pose la question à toi, mais également sur le hashtag SpaceMHSC. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Moi, j'ai un vrai problème avec ce genre de match. Et je vois d'autres rencontres chez des mecs qui sont, enfin, des mecs, pardon, des équipes qui sont moins bien classées que nous. Je prends un exemple tout bête. J'ai regardé Brest-Lens hier. Ils sont à deux doigts de gagner le match. On sait tous que Lens est deuxième du championnat, que c'est une des grosses équipes de Ligue 1. Je prends l'exemple aussi de Toulouse qui est allé faire un joli match au Parc des Princes, même si il a fallu deux buts absolument venus d'ailleurs de Hakimi et de Messi pour que le PSG l'emporte. Mais ces équipes-là, tu vois, même si en face c'est supérieur, eh ben ils essayent, tu vois, genre Brest, hier à un moment donné, je veux dire, le stade il s'emballait, t'avais les gens qui se levaient dans les travées parce que l'équipe elle était, elle a ses forces comme nous, hein. C'est une équipe qui va jouer le maintien quoi qu'il arrive, mais elle arrive à emballer la rencontre, elle arrive à faire lever les supporters de leur siège, elle arrive à ouvrir le score. Elle arrive à faire des décalages, à faire des frappes, à être dangereux. À l'arrivée, ils font match nul, ils se font égaliser un peu sur un petit coup de flipper là dans la surface. C'est le défenseur, j'ai plus son nom, qui marque pour Lens et qui égalise. Mais ces équipes-là, qui sont censées être et qui sont de notre championnat à nous, arrivent à emballer des rencontres contre des équipes supérieures, arrivent à créer quelque chose. Je veux dire, récemment pareil, t'as 3 qui a pris un point contre Lens chez eux, qui a même failli remporter le match aussi. Ces équipes-là, j'ai l'impression qu'elles arrivent à faire quelque chose, même si en face c'est supérieur. Alors que nous, voilà, contre le PSG,
c'est même plus les planètes qui sont alignées, c'est Saturne, Pluton, Uranus, la Pléiade, Vénus, Mercure et compagnie qui est aligné. À la 50e, t'as 2 buts refusés pour le PSG, t'as 2 pénaltys arrêtés, et c'est là pour moi qu'il doit y avoir 2 déclics. Le premier, il doit être, c'est Romain Pitot qui doit l'avoir, qui doit se dire putain merde, je suis en train de, je vais peut-être arrêter de bétonner. Derrière, il y a Mbappé qui ne va plus prendre la profondeur, ça va moins passer dans le dos de la défense. Je vais peut-être rajouter un milieu pour densifier et bloquer Messi, qui du coup lui, a reculé pour récupérer les ballons plus bas pour pouvoir distribuer et se régaler, ce qu'il a fait pendant toute la deuxième mi-temps. Le premier déclic, il doit être là. Après, pour pas jeter la pierre capitaux, à un moment donné, c'est peut-être les joueurs ça m'a été dit aussi sur Twitter, et je pense qu'il y en a certains de vous qui ont raison. C'est aussi aux joueurs à se dire putain les gars, merde, il y a tout pour nous. Et si on écoutait un peu moins les consignes, parce que je pense vraiment que ce bloc bas, je pense qu'on n'a jamais vu TJ Savanier aussi bas sur un terrain depuis qu'il a signé à Montpellier. Je pense que ce bloc bas c'était vraiment une consigne. Est-ce qu'on essaye pas un petit peu plus d'aller de faire travailler les pistons sur les côtés et essayer de frapper à 20-25 mètres, essayer de se procurer des occasions? Est-ce qu'il aurait fallu que ce soit Pitot qui enclenche un changement de système ou aux joueurs de prendre un petit peu plus de risques? Moi, je pense que c'est un petit mélange des deux qui a fait que aujourd'hui, quand je pose mon cul à la Mosson pour aller voir Montpellier-Paris, pour aller voir Montpellier-Marseille, pour aller voir Montpellier-Monaco, pour aller voir Montpellier-Lyon, je m'emmerde. J'ai pas l'impression que je vois le Montpellier héros sur le terrain. Il y a, voilà, tu arrives à avoir quelques petites illusions de temps en temps. Ouais, tu vas avoir un corner. Contre l'OM en première mi-temps, t'as une action ou deux de Wai. Mais à l'arrivée, quand l'équipe d'en face, elle enclenche la seconde, c'est terminé. On ferme le rideau. Et moi, c'est ce qui me déçoit beaucoup dans ce genre de rendez-vous. Tu n'arrives pas à aucun moment. Alors oui, tu n'as peut-être pas les qualités pour le faire, mais je pense que si les joueurs prenaient un peu plus de risques, ou si dans nos compos on était un petit peu plus judicieux, je pense clairement que la sortie d'Mbappé est un énorme tournant du match. Parce que derrière, si tu bloques Messi, si tu arrives à rajouter un milieu de terrain et à dire, par exemple, je prends un exemple au hasard, à dire à Léo Leroy, écoute Léo, maintenant Mbappé est sorti, bim bam, on change de système, on passe à 4. Par contre, toi, ta seule cible, le seul joueur que tu dois marquer sur le terrain, le seul qui doit jamais se retourner, le seul qui doit jamais réussir une passe, c'est Lionel Messi. C'est pas évident à faire, t'as le meilleur joueur de la planète en face de toi, mais derrière, il y a qui? Je veux dire, t'as peur de qui? T'as peur de Étiqueté? T'as peur de Fabian? T'as peur de ces mecs-là? Il y a Hakimi à la limite qui a été très bon sur le côté, mais je veux dire, derrière, c'est pas fou. Il y avait Solaire, Savanier, il a un Solaire dans chaque orteil. Honnêtement, les gars, il y avait plus grand monde. Si t'as enlevé Messi, il y a Fabian quand même qui a réalisé un beau match, mais voilà, moi je pense que je regrette ça. Moi, quand je vais voir le Montpellier rejouer depuis que je suis petit, j'ai quand même, bon, on a eu des purges, on a eu des années sombres. C'est pour ça que j'aime pas trop les comparaisons avec Loulou, c'est trop réducteur, c'est trop facile parce que avec Loulou aussi, il y a eu de la Ligue 2, etc. Mais j'ai quand même l'habitude, dans ces 4-5 dernières années, d'une équipe qui se battait et de voir des équipes en face qui arrivent à la Mosson, pas avec la peur au ventre, mais tu savais que t'allais te faire secouer. Et là, depuis 2 ans, clairement, les mecs, ils viennent en tong, ils jouent, ils sont en Reban, ils se baladent sur la pelouse de la Mosson. Et ça, quand t'es supporter montpelliérain, que t'as le club dans les tripes, ça fait chier. Honnêtement, ça fait chier. Je vais passer à toi, mon Yannou, mon poulet, on parle un petit peu du PSG, puis on passera à Strasbourg juste après. J'espère que tu vas bien déjà. Ouais, 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 écoute, ça va, ça va, hein. Écoute, moi, je suis venu te trouver à la mi-temps du PSG, hein. Quand je suis venu, Ouais, c'est vrai. j'avais un truc dans les yeux, j'avais un truc dans le cœur qui me disait, ah, franchement, sans déconner, si on n'arrive pas à avoir au moins un point de ce match-là, c'est que vraiment, c'est une catastrophe. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que la première erreur qu'on fait, c'est de ne pas exploiter pardon, au maximum les possibilités que nous donne le PSG contre leur propre volonté. Hein. Parce qu'effectivement, qu'on entame le match en voulant bétonner pour essayer de garder le match nul, bon, alors, c'est pas du beau football, mais ça peut se comprendre dans la situation dans laquelle on est, essayer de gratter un point, etc. Beaucoup d'équipes le font ou l'ont Clairement. fait, etc.
Mais tu te rends compte qu'au final, tu viens et tu vois que l'équipe, elle vient, elle ne joue pas. Elle avait prévu de ne pas jouer. Et quand tu vois que tous les astres s'alignent pour qu'on puisse jouer, même si effectivement le contexte faisait que c'était un peu compliqué, l'absence de Wai, le calme un peu, même si j'ai trouvé la motion intéressante sur ce genre de match, voilà, l'absence d'Ultra, etc., c'était une ambiance assez particulière. Et Clairement. ben au final, tu vois que l'équipe et que Romain Pitot ne veut pas tuer le match. Et c'est vraiment dommage parce que, en fait, alors est-ce qu'on aurait été capable de le faire? Ça, je sais pas, mais le problème, c'est qu'on n'a pas essayé de le faire. Ouais. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui est regrettable parce que bah, il y avait la place de faire quelque chose, quoi. Avec de la bonne volonté, on l'a déjà fait auparavant. Donc franchement, c'est dommage parce qu'on n'a pas essayé. Ça a été un non-match qu'on a, dès le début, pas voulu jouer. Et voilà, donc c'est dommage et c'est inquiétant de voir que Romain Pitot ne peut prendre aucune prise d'initiative, ne fait rien en fait. Il est là parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Bah écoute, Yannou, je pense que t'as dit beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a Théo qui appuie un petit peu nos propos sur le hashtag. N'hésitez pas à réagir, les gars. On essaye de lire un maximum de messages. Je pense que la différence se fait sur le fait qu'on a une équipe qui n'est plus derrière le staff prêt à partir à la guerre, alors que les autres qui jouent le maintien ont un nouvel entraîneur avec qui ils ont envie de gagner. Ouais, il y a un peu ça, Théo. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que bah, Pito, voilà, il fallait le juger. Moi, je pense sur l'intérim avant la Coupe du Monde, on a vu que c'était compliqué. On a insisté. On sait tous pourquoi, hein, la solution elle est peu coûteuse, donc on a insisté, mais après 10 matchs, quand t'as un bilan qui est pire que Dalloglio, quand t'as un fond de jeu qui est même pire que Dalloglio, moi je trouve vraiment que le fond de jeu est pire que quand il y avait Odo, hein, je vous dis la vérité. Pourtant, j'étais le premier à vouloir que Dalloglio s'en aille, mais je sais dire aujourd'hui que t'as perdu un entraîneur, mais tu l'as pas remplacé. Donc aujourd'hui, ouais, clairement, par rapport à des équipes qui, elles, ont changé d'entraîneur, tu t'es encore une fois affaibli à ce niveau-là. Il y a Rémi qui dit à chaque fois qu'on joue le PSG, on part perdant. Ça ne se limite plus au PSG, malheureusement. Ouais, mais alors à la limite, Rémi, tu vois, le truc, c'est que là, on peut voir le problème à l'inverse. Tu pars perdant avant le match, mais ça, je pense que c'est quasiment les 19 équipes de Ligue 1 qui partent perdant contre le PSG. Bon, ben, t'as quand même les grosses équipes qui vont tenter de les accrocher, mais quasiment tout le monde part perdant. Quand sur le papier, t'as Mbappé, Messi, Neymar et compagnie, tu sais que ça va être dur. Mais, quand la tournure du match, tu vois que tout est pour toi, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait dû avoir un déclic dans les têtes, du moins dans celle de ton entraîneur actuel, et il s'est rien passé, quoi. Quand tu restes stoïque, alors que tout est pour toi contre Paris, quand tu restes stoïque, alors que tu prends un but au bout de 13 secondes à Strasbourg, je pense que voilà. Et encore une fois, les gars, je vais dire un truc parce que ça, c'est ce que je pense. Je l'ai lu et les gars, ceux qui disent ça, vous avez complètement raison. Moi, je trouve que Pito n'est pas l'homme de la situation pour relever le club dans une opération maintien. Par contre, je ne lui en veux pas. Le cadeau, il est empoisonné. C'est un poison qu'on lui a mis dans les mains à ce pauvre Romain Pito. Pour s'en relever de ça, même pour lui, démarrer une carrière de la sorte, franchement, c'est un cadeau empoisonné. Donc, même si dans mes tweets ou dans mes réactions, je vais critiquer ce que fait Pito, j'ai du mal à lui en vouloir parce que quelqu'un a mis Pito à cette place-là, quelqu'un lui a envoyé la patate chaude et cette personne-là, c'est Laurent Nicolin qui aujourd'hui devrait prendre des décisions fermes pour essayer de prendre quelqu'un dans une opération commando pour sauver le club. Il ne le fait pas. Mais encore une fois, les gars, quand on parle de Pito, vraiment, je précise bien là-dessus, avant de vous redonner la parole, les gars, c'est pas, je n'en veux pas à l'homme, j'en veux à la personne qui l'a mis à cette place et qui lui a refilé la patate chaude et j'ai envie de dire ce cadeau qui est pourri de l'intérieur. Voilà, de récupérer l'équipe dans cet état-là. Thomas, t'as levé la main, on t'écoute là-dessus. Ouais, je voulais juste intervenir. J'étais aussi d'accord avec toi sur le fait que l'équipe devait avoir des déclics, Pito, mais aussi les joueurs. Après, comme je disais dans le dernier Space, après la victoire contre Auxerre, j'ai l'impression que Pito, en fait, il essaye de mettre en place un côté vraiment pragmatique dans son jeu en se disant ok, on va rester solide en défense, on va bétonner et jouer les contres. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les joueurs en fait, n'ont plus ce sentiment de pouvoir faire des différences. En fait, on a tellement, malheureusement, c'est dur à dire, mais on a tellement battu des records de médiocrité que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup
qui n'arrivent pas à se dire, ok, on est quand même au niveau, on joue une équipe qui est peut-être affaiblie, autant jouer les coups. Déjà, j'ai l'impression que les joueurs ont du mal à passer ce cap ou avoir ce déclic, comme tu l'as dit. Et puis voilà, à travers aussi, comme je décrivais, le pragmatisme de Pito, en mode on joue vraiment défensif, on va jouer la contre-attaque et essayer de marquer sur les peu d'occasions qu'on va avoir. En fait, ça, c'est comme ça que Pito voit les choses et Ouais, mais malheureusement il voit pas d'autres choses pour faire changer les choses. En fait, je Ouais, pense mais qu'il voit aussi. Thomas, moi je suis d'accord avec ce que tu dis là, mais ça, ce que tu dis là précisément, est-ce que c'est pas à ton coach de te l'insuffler? C'est-à-dire tu vois, quand tu parles du match du PSG qui aurait pu basculer, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas à ton coach de dire putain, de réunir un peu les mecs, de changer de système, de dire les gars, putain, ça, il y a tout pour nous. Allez, au pire des cas, on perd le match 2 ou 3-0, mais on y va. Mais On essaye, on repasse à 4, tu vois. Ce petit truc-là, tu vois, que ce petit supplément d'âme, est-ce que c'est pas à lui de le faire? moi, je suis complètement d'accord et normalement, c'est au coach de le faire. Mais ça aussi, c'est un débat qu'on avait eu avant pour savoir s'il fallait la prolongation de Pito en tant que coach était une bonne chose. C'est que on disait, est-ce que c'est pas risqué de repartir avec quelqu'un de la maison qui connaît les gens, qui est pote avec les joueurs pour insuffler une nouvelle dynamique. Quand tu changes de coach, tu es censé amener quelque chose de nouveau, un vent nouveau. Est-ce que Ouais. justement, il a réussi à faire ça? Ce qu'il a fait pendant la trêve, et qui je pense a été pas trop mal fait, je le répète, c'est la préparation physique où il y a un léger mieux. Oui. Mais pour le reste, j'ai l'impression que non, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que je dis que Pito, lui, ses arguments, c'est être bon sur le pot d'occasion qu'on a, envoyer nos ballons longs sur les joueurs rapides. Et malheureusement, le reste, on n'y arrive pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à lui de le faire, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Ouais, on a le même sentiment, Thomas, qu'à ce niveau-là, voilà, quand tu sens qu'un match peut tourner, et on le voit dans différents clubs, je crois que Francaise a instauré ça aussi à Lens, c'est-à-dire un système un peu hybride. Ils peuvent passer à 3 comme à 4, ça change souvent en cours de match. Eh ben, quand tu vois qu'il y a des choses qui tournent pour toi, peut-être rajouter un milieu, enlever un défenseur. Enfin, après ça, moi je suis pas coach, les gars, c'est ce que je vois de l'extérieur du moins. Yannou, tu voulais réagir sur Pito? Ouais, ouais, ce qui est ironique, c'est que ce que je vais dire rejoint un peu ce que vient de dire Thomas, c'est que en fait, on a nommé quelqu'un du club, quelqu'un qui connaît la famille, etc., etc. Mais en fait, on reconnaît pas l'esprit paillade, ni la paillade, ni le club qu'on aime en fait derrière, parce que sous ce genre de match, en fait, de base, on est un club de barjots en fait. On a toujours eu des équipes de barjots où, ironiquement aussi, l'année où on gagne le PSG 3-0 à la Mosson, on est 15e. Donc la position ne fait pas que voilà quoi, on était aussi dans une position difficile cette saison-là et en fait à l'époque on était vraiment une équipe de barjots quoi, on était capable de tout faire, on était capable d'être craint même en étant 15e et là c'est quelque chose que même si c'est quelqu'un de la maison qu'on n'a plus quoi et du coup tu sais Ah que là, autant le joueur que le supporter quand il arrive à la Mosson il sait très bien que la 85e il va commencer à se poser la question s'il va partir parce qu'il est en train de perdre quoi. c'est ça, Yannou. Avant, t'étais 15e. Les équipes qui étaient devant toi, elles craignaient se déplacer à la Mosson. Maintenant, même l'équipe qui est 15e, elle a pas peur de venir, tu vois. Donc, c'est ça. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et sur les déclats de Pito aussi. Bon, après, ce pauvre Pito, comme je le dis, je lui en veux pas personnellement, mais quand il est arrivé à la tête du club, juste avant la Coupe du Monde, avec les 3-4 matchs, il a parlé de mentalité, d'esprit paillade, machin. Ouais, aujourd'hui, franchement, quand je vois l'état de l'équipe après 11 rencontres qu'il a mené lui en tant qu'entraîneur, j'ai plus l'impression que c'est Romain Mito plutôt que Romain Pito, parce que honnêtement, l'esprit paillade, je le vois pas, il est nulle part, il est enterré depuis 2 ans, on n'est pas prêt de le déterrer. Donc moi aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à Romain Mito. Voilà. On va passer à Romain. Romain, on n'était pas très loin sur ce match. Je me suis retourné pas mal de fois pour te regarder quand le compte faisait des siennes. Retour rapide sur cette rencontre, Romain. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit? Ouais, bah écoutez, moi je suis carrément d'accord. Je pense que sur le match, je vais pas rajouter grand-chose parce que ça va pas apporter grand-chose au débat.
Tout a été dit. Moi, ce qui me commence à me tracasser, c'est que, alors oui, je suis d'accord avec toi sur Pito. Par exemple, tu vois, je suis d'accord pour dire que c'est pas l'homme de la situation et que c'est un cadeau empoisonné. Il récupère une équipe qui a des cerveaux complètement cramés depuis 1 an et demi et tout ça. Par contre, il y a un moment donné, voilà, il va falloir être honnête avec les gens. Moi, ce qui m'inquiète, tu vois, c'est bon, on fait des matchs horribles, tu vois, le match contre Paris. Moi, pour y revenir 2 minutes dessus, j'ai trouvé ça, mais j'étais énervé, tu vois, à la fin du match. J'ai trouvé ça honteux, en fait, de pas essayer de poser des soucis à une équipe. On vient au stade, donc on travaille toute la semaine, on vient au stade, et, et je sais pas, le mec est un ancien pro, et il se dit qu'en posant 2 lignes de 4 et 2 attaquants, enfin, voilà, un truc comme ça, genre en posant le bus, juste en disposant ses joueurs sur le terrain, il croit qu'on va être solide défensivement déjà, ça me rend fou. À ce moment-là, tu fais une ligne de 10 joueurs et t'attends. Tu vas en prendre Non, 10. mais surtout, Tu vas en prendre Romain, 10. t'avais l'exemple de Reims qui avait fait un joli match contre le PSG en essayant de faire des sorties de balles rapides. Non mais oui. Juste la semaine d'avant et qui va chercher un nul au parc. Est-ce qu'il aurait pas Et fallu sans s'inspirer de parler de ça? Reims qui est quand même en pleine bourre mentalement, enfin, tu vois. Sans parler d'une équipe qui est à son, peut-être à son top dans cette saison. Je veux dire, quand tu allais au stade, comme tu disais tout à l'heure, on joue Paris, on sait qu'on va pas gagner. Enfin, on sait qu'il y a 90% de chances qu'on ne le gagne pas ce match. Tu joues contre Paris, t'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'as à perdre à essayer de, voilà, t'es devant tes supporters, à essayer de réagir, de montrer quelque chose. Là, j'ai l'impression, tu vois, alors nous, on est supporters, on est devant cette équipe, on les voit couler, tu vois, et eux, on dirait qu'ils sont aussi devant leur écran, ils sont pas protagonistes de leur saison, quoi. Ils attendent. Voilà, de temps en temps, il y a un petit miracle de Savanier, il y a un petit miracle de Mavididi, et voilà, et j'ai encore l'impression qu'on se contente et à se dire, il y a encore pire que nous, tranquille et tout. Moi, ça me détruit, ça me détruit. Le match à Strasbourg, là, les réactions d'après-match, et les réactions d'après-match de Romain Pitot, non mais c'est une blague, c'est une blague. Oui, je suis étonné parce que mes joueurs n'ont pas l'habitude de sortir ce genre de performance, mais les gars, mais c'est quand qu'on arrête de se foutre de la gueule des supporters ici à Montpellier? C'est quand qu'on arrête ce cirque? Enfin, c'est le cirque. Je veux dire, la première action, là, Ferry de Château. Non, mais c'est un engagement. Enfin, je veux dire, moi, quand je jouais à Castries, je savais ce que j'avais à faire. Les mecs ne se sont même pas entendus. Et Ouais. le coup d'envoi est donné. Château, il part pleine balle au poteau de corner opposé. Et Ferry lui fait une passe en retrait. Enfin, c'est des trucs, c'est des détails, mais c'est. Je veux dire, on est. Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment envie de se maintenir? Tu vois, je commence à me poser la question. Non, mais c'est vrai que Romain, on peut enchaîner avec toi avec Strasbourg tant que tu commences le débat sur ce match-là. Alors aussi, pareil, là, tu mets Chateau, un coup tu mets Sako. Enfin, j'ai du mal avec cette enfin, limite, j'ai même pas l'impression qu'il y a une concurrence. Enfin, tu vois, un coup il met l'un puis l'autre. J'ai du mal Non, mais à voir. on dirait qu'on joue le J'ai jeudi du mal soir et à qu'il y a un voir. turnover, tu sais. C'est toutes les Ouais. semaines, la compo elle est différente, comme si on avait besoin de ça. Alors instaurer une concurrence, c'est bien, hein, je dis pas. Hein, c'est ce qui fait la force des grandes équipes, hein, d'avoir quelqu'un derrière toi qui te tire la bourre. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment du pifomètre, quoi. Un coup, bah tiens, Paris, allez, on va mettre Sako. Ah, bah après on va à Strasbourg, tiens, je vais réessayer le petit château. J'ai l'impression qu'il y a rien qui est structuré. Et puis on peut revenir sur ce match-là, qui pour moi, les gars, je vous le dis très clairement, est une honte pour l'institution du Montpellier Euro, est une honte pour les supporters, est une honte pour absolument tous les gens qui aiment ce club. La prestation qui a été fournie à 10 contre 11, parce qu'il joue quand même à 10 contre 11 pendant quasiment 60 minutes, c'est une honte absolue. Et quand j'entends tout à l'heure je crois que c'est Bertrand qui a dit que ce qu'avait dit Estève, ça avait été plus ou moins bien vu dans le vestiaire, etc. Mais à un moment donné, le gamin, il a 20 piges. Il aime le club. Alors lui aussi, il a pas été bon à Strasbourg. J'aurais aimé quand même qu'il s'inclue dans le truc, euh, dans son interview, mais peut-être qu'il le pensait, qu'il l'a pas dit. Mais honnêtement, il a dit la vérité et des choses qu'on veut entendre depuis des mois. Parce qu'au moins, Estève, peut-être qu'il a été maladroit, machin. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il a dit parce qu'à un moment donné, quand t'es dans le déni, comme je le vois avec Pito après les matchs, genre ouais, je prends l'exemple de l'interview après Nice. Ouais, c'est pas l'habitude de l'équipe de faire ce genre de prestations, mais on est médiocre depuis 1 an et demi. Comment tu peux dire que c'est pas dans les habitudes de l'équipe d'être aussi nul alors que ça fait 1 an et demi que ça dure?
moi, je préfère un mec qui va peut-être être un peu maladroit plutôt qu'un mec qui va être dans le déni, genre comme tu disais Romain tout à l'heure, se contenter de se dire ah ben il y a encore 4 équipes derrière nous. Les mecs qui pensent comme ça, si c'est la majorité du vestiaire, pour moi on se sauvera pas. Voilà, je le dis très clairement. Si les mecs pensent que on va se maintenir parce qu'il y a 4 daubes derrière nous, moi, je te dis très clairement que si c'est la majorité du vestiaire qui pense ça, on ne se sauvera pas en Ligue 1 parce que derrière, moi, j'ai tendance à condamner peut-être trop tôt Auxerre et Angers. Strasbourg ne descendra pas. Voilà, ça c'est mon pronostic, les gars. Je suis pas visionnaire. Ajaccio arrive quand même à grappiller quelques points à droite à gauche, donc attention. C'est jamais évident d'aller jouer en Corse. Brest vient d'arracher un nul contre Lens. Troyes gagne quelques matchs par-ci par-là. Le combat, il va être entre Ajaccio, Montpellier, Brest et Troyes. Pour moi, je compte même pas Strasbourg qui pour moi va s'en sortir. Honnêtement, les gars, je me demande si on n'est pas la pire équipe des 3 ou 4 équipes que je viens de citer. Oui, Romain, tu veux réagir? Non, mais oui, mais c'est ultra inquiétant. Et je te pose la question à toi et je la pose à tout le monde. Est-ce que nos joueurs ont vraiment l'envie? Et quand je te parle d'envie, c'est pas oui, j'ai envie de faire ci, oui, j'ai envie de faire ça. C'est est-ce qu'au plus profond d'eux-mêmes, est-ce qu'ils ont l'envie d'aller chercher ce maintien avec Montpellier? Est-ce que ces joueurs sont vraiment concernés par le club? Est-ce que on est vraiment en capacité là, je sais pas, il doit rester 16 ou 17 journées, d'avoir, je sais pas, ne serait-ce un petit peu de bloc équipe, un petit peu de foot. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Parce que, honnêtement, moi, sur ce que je vois, parce qu'on peut parler, il y a 4 équipes derrière nous, machin chouette. Moi, ce que je vois, et je pense qu'on est beaucoup ici, on n'a pas besoin d'être Pep Guardiola pour voir ça. Ce qu'on voit sur un terrain en ce moment, mais on nous sert de la merde depuis très longtemps. Mais là, c'est du jamais vu. Moi là, ce que je vois à Montpellier, c'est très très grave. Et j'ai vu beaucoup beaucoup de matchs de foot. Et honnêtement, j'ai rarement vu une équipe aussi désorientée. Mais limite, Saint-Étienne, il me faisait à peine pas ce sentiment la saison passée. Il y a rien à tous les niveaux. Est-ce qu'on est vraiment capable de se sauver? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment capable de sortir la tête de l'eau? Moi, aujourd'hui, je te dis franchement, vu l'état des troupes, je te dis non. Après, on va peut-être se sauver, hein. C'est que des pronostics, hein. Il reste énormément de matchs. Il va peut-être y avoir un déclic à un moment donné, un miracle de Lourdes, j'en sais rien, une météorite qui va s'exploser dans le jardin de Laurent Nicolin. Il va réaliser qu'il faut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'état, j'ai envie de dire aussi l'état mental de l'équipe, parce que finalement, un petit peu à l'image de Saint-Étienne l'année dernière, moi, ça, c'est le truc de tous tes collègues qui supportent pas Montpellier et qui voient l'équipe de l'extérieur. Moi, j'ai pas mal de mecs qui m'envoient des messages, qui supportent Clermont ou d'autres équipes, ou Saint-Étienne d'ailleurs, qui m'envoient, mais Mika, putain, avec l'équipe que vous avez sur le papier, mais Montpellier, jamais ils descendent. Mais des SMS comme ça, j'en recevais encore la semaine dernière. Là, ça commence un peu à se calmer. Mais les mecs de l'extérieur, quand ils regardent sur un papier en noir sur blanc, ils voient les joueurs qu'il y a au Montpellier Hérault, les mecs ils me disent mais putain mais Mika, jamais de la vie vous allez descendre. Mais arrêtez le crack à Montpellier. Vous avez vu l'équipe, les joueurs que vous avez, Savanier, Ferry, Lecomte, machin et compagnie, mais jamais de la vie tu descends. Et pourtant moi j'ai envie de te dire que quand tu regardes les matchs, comme le dit Romain à l'instant, pour moi, à part Angers, je vois pas une autre équipe plus basse en termes de niveau que nous. Peut-être Auxerre actuellement, qui est quand même allé chercher quelques points ici et là, mais aujourd'hui, pour moi, on n'est pas très très loin du niveau d'Angers, honnêtement. Et je le dis, je le pense, les gars. On va passer à Yannou sur Strasbourg. Yannou, mon poulet, c'est à toi, et puis après, je lirai un petit peu l'hashtag. Écoute, c'est un match que j'attendais parce que j'avais hâte de voir nos recrues en poste. Mais au final, c'est quoi? C'est 16-17 secondes m'ont permis de réaliser que ça ne servait à rien de persévérer et d'attendre et d'espérer quoi que ce soit venant de cette équipe. Parce qu'au final, alors, encaisser un but rapidement, ça ne veut rien dire. On en a vu des équipes qui. Mais encore une fois, c'est un discours qui n'est pas compatible avec ce club depuis un an et demi, quoi. C'est que
En fait, tu ne peux pas t'attendre à une révolte puisque à partir du moment où ils encaissent, c'est terminé pour eux. Et là, ça s'est vu. Alors qu'en face, Yannou, alors qu'en face, il se retrouve à Alors que, 10 juste encore une derrière. Hein. fois, le scénario fait que ils se retrouvent à 1 de moins. Ah, putain, mais merde, quoi. Alors, ah oui, vous avez fait une boulette, ok, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Mais putain, mais elle est où la révolte derrière où tu te dis, bon, voilà, on a pris, euh, on a pris un but à la 17e, c'est pas grave. Je suis désolé, tu regardes le match de. Je crois que c'était le match contre Marseille. Delors, il marque à la Mosson pendant la période Covid. Il marque à la 12e, je crois. Mais derrière, le match, on le perd. Ben voilà, parce que derrière, Marseille s'est révolté, etc. Ou on fait un nul, je sais plus. Bon, bref. Mais ouais, on fait On nul, fait voilà. nul. Mais parce que derrière, il y a quelque chose, une réaction. Et alors que nous, rien du tout. Et au final, on a fait un non-match. Tous nos joueurs ont été catastrophiques, sauf un ou deux. Mais il y a rien, quoi. On aligne des joueurs, ils sont cramés jusqu'au sol. On en aligne d'autres, on a espoir, mais au final, bon, on va pas les achever tout de suite, hein. Mais j'attendais beaucoup de Kouyaté et de Sia, et au final, j'ai été déçu. Alors après, c'est à l'image du reste de l'équipe, hein. Esteve, on en est satisfait, et pourtant, j'en ai été déçu aussi. Donc au final, voilà, en fait, on entame tous nos matchs sans vraiment savoir si on doit y croire ou pas. Et c'est dur pour tout supporter, et bah, on y va tout droit, quoi. Après, il y a des choses qu'on entend aussi, moi, qui me révoltent. Hein. Encore une fois, Yannou, ça a été dit encore, je crois, chez Bertrand tout à l'heure. Mais à Gramont, ça fait des tennis-ballons, ça rigole. Moi, je vois encore que chaque semaine, le lundi est repos. Alors, je suis désolé, mais alors je veux bien qu'ils aient des jours de repos imposés ou je sais pas comment ça fonctionne, mais quand tu es dans une opération maintien, quand tu dois avoir la tête dans le guidon, quand tu dois sauver ton club, quand tu dois aller au front, je comprends pas pourquoi le lundi il est toujours repos. Putain, mais merde, fais-les lever à 7 heures du matin, va monter le Pic Saint-Loup, j'en sais rien, tu montes le Pic Saint-Loup à cloche-pied, j'en sais rien, mais fais-leur faire des choses à ces types. Sans déconner, tous les week-ends ils se font humilier, et tous les lundis ils passent où? À l'Apple Store, à Odysseum, en train d'acheter des iPads et des tablettes? Il y a des trucs que je comprends pas, et quand il y a des retours de Gramont, comme il y a pu avoir là récemment, tu entends que les mecs, ils font des tennis-ballons, que ça rigole, que ça se chambre. Putain, mais et ça encore, on en revient toujours au même. Mais ça c'est le rôle de ton coach, putain, de mettre de la rigueur dans les entraînements. Alors, je suis pas à Gramont, j'ai pas tout vu, les gars. Je peux pas vous dire ce qui s'y passe. Je suis pas dans les coulisses, je vais pas voir les entraînements. Les 2-3 fois où je me suis inscrit, on m'a pas pris. Mais quand j'entends ça, et je l'ai entendu tout à l'heure, putain, mais et tout à l'heure, Romain, le souligner. Est-ce que ces mecs ont envie de sauver le club? Est-ce qu'il y a du moins 11 joueurs qui veulent sauver le club? Parce que je pense qu'il y en a quand même 4-5. Voilà, Chotard, Savanier, Estef, Fayad, Lecomte. Je pense que ces mecs-là, ils veulent sauver le club. Mais derrière, est-ce que les autres, ils veulent que Montpellier se maintienne? Honnêtement, quand je vois la tournure que ça prend, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mecs qui veulent sauver le club, et ça me révolte beaucoup, parce que et encore les lundis de repos, machin. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vois Brest jouer contre Lens, je vois une équipe qui veut se maintenir, mais qui va peut-être pas se maintenir. Hein. Je dis pas qu'ils vont se maintenir, Brest, mais je vois une équipe qui a envie. Quand je regarde Strasbourg contre Montpellier, et quand je vois Dimitri Liénard, qu'il a balancé des tampons tout le match. Putain, mais ce mec-là, tu vois, c'est pas un grand footballeur, tu vois, il va pas dribbler 5 joueurs et frapper en lucarne, même s'il a déjà mis des beaux buts. Mais putain, ce mec-là, je banderais de l'avoir dans mon équipe à la paillade. Le mec, il était à 10 contre 11, il a balancé des taquets tout le match. Tout ça pourquoi? Pour faire gagner le Racing Club de Strasbourg, pour qu'il se maintienne en Ligue 1. Voilà ce que j'ai envie de voir chez nous. Et ce que je vois que très, très, très peu. Savanier le fait un peu. Steve le fait un peu, certains le font un peu, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me révolte aujourd'hui, de voir des mecs qui n'ont pas, ou presque pas envie de sauver le club et les meubles. Les gars, sur l'hashtag, vous êtes nombreux. Je vais essayer de vous lire un petit peu avant de passer à Thomas. Il y a Christo qui nous dit, Pito, c'est plus le pote que le coach. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a Lucas qui nous dit, le MHSC, ce n'est plus l'esprit paillette, c'est plutôt l'esprit passable. On n'est pas très loin de la vérité. Il y a PK qui nous dit, j'entends le fait que ce soit un cadeau empoisonné, mais pourquoi ne pas rendre le tablier pour sauver le club?
Il voit qu'il ne peut rien, qu'il n'a pas de niveau. Pourquoi se voile-t-il la face en disant que les joueurs ne sont pas habitués? Ouais, je sais pas, mais je suis complètement d'accord avec toi, mon frérot. Il y a Pasquale aussi qui nous dit, je suis d'accord avec le fait que Pito a une place compliquée, un petit peu comme ce que tu disais, mon frérot Kevin. C'est lui qui met Germain, etc. sur le terrain. C'est lui qui laisse les jeunes sur le banc. C'est lui qui propose une tactique inexistante. Donc, il n'a pas d'excuse. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Pasquale. Après, le seul truc, c'est que je veux pas incriminer que Pito. Il y a quand même les joueurs aussi dans l'eau à mettre dans le panier. Voilà. Il y a Ben qui nous dit 12 points, c'est bien, me manque. GG qui dit, on peut pas mettre l'équipe féminine au prochain match contre Brest. Cyril qui dit tout ça gramment, comme les Marseillais avaient fait ça, les gars, encore une fois, c'est pas au Space de décider de choses comme ça. Nous, on n'a pas un poids énorme. Ça, il y a que les associations de groupes de supporters qui peuvent organiser quelque chose comme ça. Nous, à notre petite échelle, les gars, on suivrait peut-être si des groupes le font, mais nous, on est rien pour faire ce genre d'action. Il y a Ferdinand qui dit la réaction des autres supporters aux joueurs affichés à Montpellier est pour moi bien la preuve d'un PB surtout mental dans cette équipe. Il faut redonner les moyens mentaux aux joueurs. Pour ça, il faut un coach. Complètement d'accord avec toi, Ferdinand. Ben, je pense que en un tweet, t'as quasiment résumé la situation entière. Il y a Kevin qui dit il est aussi vif que Pito, notre Yannou ce soir. Ben qui dit l'équipe sur le papier, l'équipe qui n'a pas de pied. TJ Zegot qui dit Mika, mon voisin qui est pour Lyon, me dit la même chose concernant l'équipe sur le papier. Il me dit que c'est pas possible que vous descendiez. Ouais, mais tout le monde est comme ça. Moi, j'ai un ami clermontois qui, voilà, qui m'invite chaque année à Clermont pour voir Clermont-Montpellier. Il me dit pareil. Et encore la semaine dernière, il me dit mais putain, Montpellier ne peut pas descendre avec l'équipe qu'elle a. Mais pourtant, t'es qu'à 2 points des 4. On va enchaîner les gars. Thomas sur Strasbourg, on t'écoute mon poulet. Ouais, je pense que vous avez quand même bien résumé la situation. Moi, ce qui m'a choqué, bon, déjà au début du match, ce coup d'envoi mémorable, on se fait bouffer direct. Bon, comme l'a dit Yannou, ça arrive, mais en fait, on s'est fait bouffer sur tout le match. En termes d'intensité, j'ai vu une équipe de Strasbourg qui était vaillante, qui a tout donné dans les duels aériens. Tu voyais qu'ils voulaient marquer le pas, montrer qu'ils étaient chez eux. On voyait vraiment une équipe qui voulait s'affirmer dans l'intensité et marquer les joueurs, et ça a bien marché. Après, ça leur a un peu fait défaut parce que du coup, ils se sont retrouvés à 10. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est que même à 10, on n'a pas su faire de déséquilibre. C'est quand même fou de te dire que tu as joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10 sans avoir cadré un tir. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la stat, mais ça paraît lunaire, quoi. En termes d'intensité, j'avais l'impression que Montpellier était sur un match de pré-saison, que quand ils avaient le ballon, ça brûlait, qu'on savait pas trop quoi en faire et que limite on était embêté. Tu vois, je sentais que limite le fait d'être à 11 contre 10 et d'avoir le ballon dans nos pieds, c'était plus embêtant qu'autre chose, qu'on avait plus de chances de gagner ce match à 11 contre 11 en jouant bas et en contrant J'ai eu le même qu'en gagnant la sentiment. possession. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète beaucoup. Les mots de Estève à la fin du match, ils étaient choquants parce que c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude d'entendre à la télé. Mais pourtant, pour moi, il est dans le vrai. Et d'entendre ça, d'un côté, ça me rassure un peu parce que je me dis, au moins un qui est conscient, certes, il a raté son match, il est aussi responsable, mais au moins un qui est lucide dans la situation et qui se voile pas la face. Donc, je suis vraiment inquiet. Et pour revenir aussi sur ce que disait Romain, est-ce qu'ils ont envie de sauver le club? Je sais pas, j'ai l'impression que ça se cherche. Et puis, déjà, il y a dans le jeu, tu vois, quand tu parlais de déclic, à se dire, ok, tu joues contre Paris, mais ils ont perdu Mbappé, on a arrêté de penalty, ça vient pas. Là, contre Strasbourg, tu joues à 10 contre 11, ça vient pas. Et puis même, tu vois, dans les attitudes, j'attends de voir un Casery, un Ferry gueuler, se révolter. Là, j'ai pas vu un ralenti où tu voyais un mec gueuler, haranguer les troupes. C'était un match d'entraînement. J'étais déboussolé et écœuré. Ouais, t'as l'impression que Strasbourg, en fait, limite, ils ont fait un match de Coupe de France. Ils ont reçu, genre, une DH, tu vois, ils ont pris un rouge, mais bon, c'est pas grave, on met quand même le deuxième, et puis après, il se passe rien, parce que les mecs en face ont pas le niveau pour marquer un but, tu vois. Et sur ça, il a raison, hein, Steph, j'ai le même sentiment. T'aurais pu jouer 6h30, t'aurais peut-être frappé au-dessus une ou deux fois, mais t'aurais même pas eu de vraies occasions de but. Et ça, quand t'y penses, c'est terrifiant. Oui, Romain, on t'écoute sur ça. Ouais, non, mais comme,
L'intervention de Thomas, elle m'a fait ressurgir des mauvais souvenirs, mais c'est un truc de malade quand même, cette gestion, quand j'y repense là. Je repense à la première mi-temps de Fayad. D'ailleurs, à chaque entrée qu'il a fait, il a été performant. C'est un de nos milieux qui tient le plus le ballon, qui est le plus propre techniquement. Et à chaque fois, Il provoque le rouge. qui provoque le rouge aussi. Et c'est lui, à chaque fois, qui paie les pots cassés. C'est lui qui sort à la mi-temps, alors qu'il y a un Ferry qui est cataclysmique maintenant depuis 2, 3 mois. Caserie Voire début de pareil, hein. saison, Caserie pareil. Et c'est toujours les mêmes qui paient les pots cassés. C'est Chotard, c'est Ferry. Alors, dans une moindre mesure, t'as Chateau, même si je le trouve très très mauvais, qui paye à chaque fois, qui tourne un match non l'autre avec Sako. Les deux, ils n'enchaînent pas un match. Enfin, je veux dire, latéral gauche, c'est Koza. Après, c'est Mawassa. Après, c'est. On a eu 5 latérales gauche depuis le début de saison. Dans l'axe, on n'a Ouais. pas eu 5 matchs d'affilée avec la même charnière. Le milieu, ça change tout le temps. L'animation, on essaye de la changer tout le temps. Les trois devant, c'est jamais les mêmes. Mais il y a un moment donné, mais je sais pas, moi, mais les mecs, ils sont fous, quoi. Les gars, mais réveillez-vous, mettez-vous des gifles un peu, je sais pas. Il faut arrêter. Enfin, je veux dire, Pito, c'était un super joueur, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Que tu sois un coach très moyen, à la limite, ça peut le faire. Et dans la situation actuelle, on lui demande pas de faire des trucs de malade. Mais au moins qu'il y ait une cohérence. Qu'il y ait une cohérence, sans déconner. Moi, ça me révolte, tu vois, de voir que Fayad, il paie les pots cassés, alors qu'en première mi-temps, c'est notre meilleur joueur. Qu'est-ce que tu veux Ouais. faire, mec? C'est quoi cette histoire? Et Ferry, en fait, il joue parce qu'il s'appelle Jordan Ferry. J'avais entendu ça dans France Bleu Héros la semaine dernière, il me semble. J'avais trouvé ça très juste. En fait, j'ai l'impression qu'on est devenu, voilà, Ferry, c'est coché d'entrée. On regarde même plus ses performances. Jordan Ferry, voilà, c'est titulaire. On regarde même pas ce qu'il fait sur le terrain. Ça en devient, mais ridicule. On est ridicule. Moi, Ouais. je serais supporter d'un club adverse. Je vois Montpellier arriver, mais je me régale. C'est 3 points assurés en ce moment. C'est, Bah, c'est clairement ça. Après, il faut que j'arrête de m'énerver parce que tu vois, je me révolte à chaque fois et je pense qu'il faut lâcher. Comme eux, il faudrait lâcher la grappe et juste suivre les résultats. Mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible au final parce qu'au fond de nous, on a tous envie de rester en Ligue 1, on a tous envie que ça performe, d'être heureux. Et j'ai l'impression que les seuls qui n'ont pas envie, c'est ceux qui sont au club. D'ailleurs, ça m'a été dit sous les commentaires du Space quand j'ai annoncé le Space tout à l'heure. J'ai eu deux trois commentaires, les gars. Bon, maintenant, je passe outre parce que j'en ai rien à branler, mais en mode, ouais, mais vous allez dire quoi? Il y a rien à dire. Enfin, non, mais les gars, déjà, nous, on est le Space, on est un grain de sable de la team MHSC, mais on arrive quand même à réunir encore une centaine de personnes ce lundi, et c'est en moyenne 100 personnes tous les lundis. Nous, si on est là, c'est clairement pour vous rendre tout ce que vous nous donnez tous les lundis. Voilà. Si je dois répondre une bonne fois pour toutes à ça, parce que ça m'a été dit deux, trois fois, j'ai vu sous mon tweet, j'ai pas trop réagi, mais ouais, mais en gros, vous allez dire quoi? Il y a rien à dire, machin. Non, mais en fait, nous, on est un grain de sable, et tous les lundis, on essaye d'être là, voilà, d'apporter des réponses, aussi de vous écouter via le hashtag, d'essayer de réagir avec vous. Nous, si on est là, c'est parce qu'on vous le doit, parce que vous êtes là pour nous. Donc quelque part, ben voilà, on essaye d'animer un truc qui d'habitude, ben tous les lundis soirs, t'es devant Joséphine Ange Gardien. Et ben maintenant, tous les lundis, t'écoutes parler de la paillade. Et si je lis ton message, eh ben je vais réagir avec toi et on va créer un lien comme ça. Et puis on va se serrer les coudes. Donc je réponds une bonne fois pour toutes à ces c'est même pas des attaques, mais à ces petits tweets. Nous, on sera là, les gars. Je vous le dis. Voilà, on sera là. Et ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça plaît pas, ils se cassent. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est pas autrement. Nous, on n'est rien du tout. On est un petit grain de sable et on continuera d'exister tant que la paillade existera. Voilà, tout simplement, les gars. Yannou, on t'écoute. Ouais, ouais, je voulais juste conclure ce qu'a dit Romain, parce que encore une fois, il a été dans le vrai. Quand tu vois le travail de Didier Digard avec Nice, comment tu peux ne pas être révolté, quoi. Clairement. C'est première fois qu'il entraîne une équipe, il prend une équipe dans le mal. Alors effectivement, l'effectif de Nice, c'est pas le nôtre, mais quand tu vois que le mec, il y a un projet de jeu derrière, il y a quelque chose. Et puis voilà, enfin, il y a de quoi être révolté, franchement. Ah ouais, c'est ça. Puis t'as même d'autres exemples, hein. T'as quand même l'entraîneur de Lorient. Bon, il est peut-être un peu plus âgé, mais c'est un nouvel entraîneur, tu vois, qui essaye de faire jouer les joueurs. Enfin voilà, il y a des exemples comme ça. Il y en a beaucoup. Après, voilà, encore une fois, Digard, on ne sait pas si l'année prochaine ça va marcher aussi. C'est des exemples à court terme parce que ça marche actuellement, mais
À voir sur du long terme ce que ça va donner, mais oui, c'est un très très bon exemple. Il a à peu près, je pense, le même âge que Pito, et c'est vrai qu'à Nice, ça marche très très bien pour lui. Je vais lire quelques messages, les gars. Il y a Choubix qui nous dit l'erreur cet été, ça a été désastreux, la confiance envers Odo, alors qu'on fait une seconde partie minable, un recrutement fait de joueurs relégables. Où est notre inventivité dans le scouting, les spikes, les estradas? La faute en revient à Laurent Nicolin. Assez d'accord avec toi, frérot. Il y a Christo qui dit, s'il y a une réaction en termes d'envie dimanche, on pourra remercier Estève. Ce qu'on entendait de Pito où Laurent est venu d'un minot du club. Quand on y pense, c'est fou. Il n'y a pas de patron au club. Ouais, je suis d'accord avec toi, Christo, parce que quand t'entends le président chez France Bleu Héros, t'as envie de te taillader les veines avec un roseau du Mexique. Et quand tu vois Pito stoïque sur le banc, t'as envie de boire du desktop turbo. Donc je suis bien content que Maxime ait pris un petit peu la parole. Y a Pasquale qui nous dit on a des joueurs lamentables, hormis nos jeunes, Lecomte et Savanier. On n'a pas de coach, pas de DS, pas de cellule de recrutement et un fantôme qui nous sert de président. Je suis très inquiet comme vous tous. Encore plus avec ce mercato très moyen, pour pas dire bidon. Après le mercato, moi, je répète, les joueurs qu'on a pris, je pense que ça va. Mais il manque un attaquant, et ça, je veux pas encore le redire, ça fait tous les lundis, je dis, il aurait fallu un attaquant. Mais voilà, clairement, le mercato est peut-être, on a peut-être pris des bons joueurs, mais il est incomplet. Il y a Kevin qui dit, on va se sauver, les amis, ne vous inquiétez pas, on va se rester jusqu'au bout, mais on y arrivera. J'espère, Kevin, en tout cas, qu'on va se serrer les coudes jusqu'au bout. Il y a Rémi qui dit, le truc le plus choquant contre Strasbourg ne vient pas de nos joueurs, mais de la bouche d'Aubragnac. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, j'écoute pas trop les commentaires je sais pas, il a dit quoi au Bragnac, les gars? Il y a quelqu'un qui a, je sais pas. Non, je sais pas, les gars. Non, j'ai pas Moi, j'ai entendu vu personne. que par rapport à quoi? C'était par rapport à quoi les commentaires? Par rapport aux commentaires d'Aubragnac pendant le match. Alors pendant le match, j'ai trouvé ça cataclysmique. Il dit parce que sur l'entrée de Germain, en gros, il dit parce que Germain, il a fait 3 courses en diagonale et du coup, il dit ouais, j'espère que ça va donner des idées à l'entraîneur montpelliérain parce que je comprends pas pourquoi ce joueur est sur le banc. Donc déjà là, je me suis mis le Glock dans la bouche. Et non, par contre, à la fin, tu vois, le mec, donc déjà, tu sais que le mec regarde pas les matchs, c'est rassurant pour lui. Et à la fin, par contre, tu vois, il a dit un truc intéressant, c'était en gros, moi, ce qui m'inquiète à Montpellier, c'est que j'ai l'impression que les joueurs sont dans le confort, tu vois. Et le mec ne suit pas le club, il n'a pas regardé un match depuis 2016, à mon avis. Mais tu Ouais, vois, en 90 minutes, il arrive à voir ça, quoi. Et c'est terrible. ouais. Ouais, et en plus, il a raison, alors qu'il a vu, ouais, comme tu dis, 90 minutes du Montpellier Hérault depuis 4 ou 5 ans. Il y a Alexandre qui nous dit, on peut tout dire, mais ne touchez pas à Mimimati. Mathieu qui dit, le space toujours très bon, très bonne intervention, les gars, merci, mon frérot. Je dois m'absenter pour TJ The God, ben, bonne soirée à toi, mon frérot. Il y a Christo qui nous montre un tweet de Nico qui dit, ce qui est dingue, c'est que ça rejoint exactement ce qu'Odo dénonçait dans cet article de l'équipe qui avait tant fait réagir ce club où on fait du foot entre potes, on vient se faire masser et on file à la plage, donne un autre crédit à ces mots depuis quelques mois. Ouais, c'est pas faux au final. Pour moi, l'article reste maladroit quand même, parce que pour moi, il y a des choses, Nico, tu vois, qui doivent rester dans le vestiaire. Je veux dire, j'ai fait un petit peu de foot à très bas niveau, hein, Romain il peut en attester, même Yannou. Mais mais pour moi, ton linge sale, tu dois quand même le laver en famille. Pour moi, même si oui, il a dit des vérités certainement dans cet article-là, et puis aujourd'hui, ses propos ont du sens parce que quand tu vois l'état des joueurs et l'état de l'équipe dans une opération de maintien, ça appuie très clairement ce qu'il a dit dans l'article du Midi Libre. Quand bien même, pour moi, ça restait maladroit parce que quand tu dois laver ton linge sale, il vaut mieux le faire en famille que dans la presse. Les gars, on va clôturer sur la dépression. On va faire un dernier petit tour de table, les gars, avant de terminer l'émission, sur votre plus beau souvenir à la Mosson. Donc, n'hésitez pas à le partager sur le hashtag SpaceMHSC, les gars. J'en lirai quelques-uns. Je vais commencer par Thomas. Tiens, Thomas, ton plus beau souvenir à la Mousson. Mais tu dois en choisir qu'un, hein, je veux pas 10 matchs. Hein. Ouais, ça a été difficile, mais j'ai bien trouvé. Je t'avoue que j'ai pas mal hésité avec le match contre Lille, forcément. Mais moi, c'est un autre moment que j'ai choisi, c'est le match d'ouverture de la saison 2017-2018, où on a célébré la perte de Loulou. En fait, c'est un moment où, quand je suis arrivé dans le stade, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche. C'était pas un hommage comme les autres. Ouais. J'ai vu à quel point il était différent et à quel point maintenant on perdait un personnage de notre club, quelqu'un qui faisait
ce pourquoi on aimait Montpellier, ce pourquoi les autres connaissaient Montpellier, étaient attirés par le club. Je me souviens de ce tifo magnifique de la butte en noir et blanc, de la tribune Gévaudan tout en noir, des maillots tout noirs avec floqué Loulou 74. C'était c'était vraiment incroyable. Je me souviens aussi de ce moment où ils essayent de se faire envoler le portrait de Loulou au milieu du terrain avec Lolo et Ouais. que le portrait veut pas partir et que le speaker dit ah ben il veut pas nous quitter. C'était vraiment hyper touchant. Et voilà, c'est le premier match où on a commencé à faire ces applaudissements à la 74e qui continuent de durer depuis. Ouais. Et rien que d'y penser là, ça me met les frissons parce que voilà, c'était un peu particulier pour moi parce que à cette période-là, j'étais à Barcelone. J'étais revenu exprès pour voir le match avec ma femme et je venais de choper le chikungunya. J'étais en PLS. Et j'ai Incroyable. dit, c'est impossible que je rate ça. Et j'avais vraiment envie d'y aller pour voir le match, faire cet hommage à Loulou et partager ma passion avec ma femme qui allait voir son premier match de Montpellier et qui, elle aussi, a été très touchée. Du coup, en plus, c'est Camara qui marque le but de la victoire. Donc, c'est plein d'émotions, le feeling, les gens dans le stade. Pour moi, ouais, c'est inoubliable et c'est un truc qui m'a fait comprendre pourquoi j'aimais tant ce club. Heureusement que tu m'as dit 2017 pour le chikungunya parce que j'aurais pu croire que tu l'as refilé au joueur qui est actuellement. Si tu m'avais dit 2022-2023. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est beau ce que tu dis, Thomas. Et puis, pour revenir sur Loulou, le moment où tu sais qu'il est parti, enfin, t'as l'impression de perdre quelqu'un de ta famille et qu'on t'enlève une partie de toi quand t'es Montpellierin. Pour moi, ça m'a fait un peu ça m'a fait pleurer. Et tu sais, Loulou, c'est particulier parce que moi, j'ai pas toujours été d'accord avec ses sorties. J'ai pas toujours été d'accord avec avec son traitement vers les ultras parce que j'ai été ultra aussi pendant la période de Louis Nicolaire. Mais c'est comme quand tu perds vraiment quelqu'un de ta famille, tu sais, quelqu'un qui te cassait les couilles de temps en temps, mais que t'aimes profondément. Et moi, ça m'a fait ce déchirement-là, c'est-à-dire de me dire, putain, mais, genre, putain, il est parti, quoi, tu vois, tu sais, t'as envie de, tu sais, de taper du poing sur la table et te dire, putain, merde, quoi. C'est vraiment le même sentiment que comme quand tu perds quelqu'un de ta famille. Moi, Ouais, ça m'a c'est fait pareil. exactement ce que j'ai ressenti aussi. C'était, on savait que c'était quelqu'un d'important qui pesait dans le football parce qu'il passait à la télé, tout le monde attendait un peu ses interventions, ses dérapages verbaux. Mais au final, voilà, on l'aime parce qu'il était authentique, il était franc, il a jamais menti. Et voilà, c'est un truc que peu de clubs peuvent se vanter d'avoir eu un président, quelqu'un qui a fondé le club d'aussi vrai et d'aussi impliqué pour son club de foot. Ouais, c'est vrai. Ben, merci Thomas en tout cas pour ce témoignage. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai vu la petite brève de Midi Libre comme quoi Loulou était décédé. Et c'est vrai que voilà, c'est pour tout Montpellierin qu'on est aujourd'hui là sur le Space et même les autres. Voilà, je pense que toutes les personnes qui aiment le MHSC, qui aiment le Montpellier Hérault, ben, il y a une partie de notre cœur qui s'est envolée avec lui et, et on l'oubliera jamais de toute façon. Et puis j'espère que malgré tout et la période actuelle, Laurent redressera la barre très très vite. On passe à Yanou. Mon Yanou, ton plus beau souvenir, le seul, l'unique, celui que tu retiens en premier. Pareil, c'est dur comme souvenir, comme décision à prendre. Si je dois retenir qu'un match, je pense que ça sera mon premier derby, le premier depuis que Nîmes a été descendu quand ils sont remontés, parce que j'ai pas eu la chance dans la famille d'avoir eu le MHSC depuis tout petit. Voilà, mon père est pour Saint-Étienne, ma mère s'en fiche un peu du foot, etc. Et moi, quand j'étais petit, on avait un peu rien à carrer aussi du foot. J'ai commencé à m'y mettre. Honnêtement, mon père me surnommait le footix quand j'étais petit parce que j'avais commencé à m'intéresser à deux matchs du titre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à devenir fou, clairement fou de ce club. Et je pense que du coup, je me suis forgé, je me suis fait tout seul à l'image de ce club et de pouvoir avoir la chance de vivre ce derby. En plus, avec le résultat Ouais. à la clé,
c'était fou. J'ai eu la chance d'être à la butte ce match-là parce que c'était la deuxième année où j'étais abonné en étant de taux. Je l'ai vécu. Voilà quoi. J'en parlais encore chez moi pendant des semaines et des semaines quoi. C'était en plus d'une satisfaction sportive. Derrière, il y avait une fierté d'être Montpellierin et de représenter cette ville qui allait au-delà du football. Et je sais que quand je suis sorti de ce stade, à l'issue des 90 minutes, j'avais des étoiles dans les yeux. Ouais. Et je pense que voilà, pour moi, c'est le plus beau souvenir qu'un supporter de Montpellier pouvait avoir. Du moins la nouvelle génération. Ouais. Bah Yannou, moi je pense que oui, c'est clairement un match qui va s'inscrire dans la durée en termes d'histoire au Montpellier Hérault et pour les supporters, parce que il y a le fait qu'on les ait pas joués les affreux depuis pas mal de temps. Le contexte est incroyable. Il fait beau. Même si ben on n'a pas pu aller là-bas, ben je trouve quand même que c'était bien que les Nîmois aient pu venir. Ça rajoutait, tu vois, du piment au derby parce que qu'on aime ou pas les Nîmois, c'est pas la question, mais moi je préfère voir des parkages remplis. Voilà, ça me fait plus bander que des sièges vides. Le scénario du match, il est dingue. Il y a ce but de Oyongo, puis t'as ce penalty où on connaissait presque pas la VAR à ce moment-là, mais l'arbitre il va voir la VAR, il voit le tirage de maillot sur Pedro Mendes, les larmes de Briançon, le but de Delors, enfin. Et puis après ça a été Joga Bonito, on leur en met 3, mais je pense qu'on peut leur en mettre 5 ou 6. Ouais, clairement, je pense, Yannou, honnêtement, ce match-là, il va rester gravé dans l'histoire du club très très longtemps. Très très honnêtement. Romain, mon poulet, le match qui t'a fait le plus vibrer en étant présent au stade, on t'écoute. Bah écoute, il y en a un paquet, parce que je pense que voilà, On en veut qu'un. on a tous des souvenirs de malades à la Mosson. Mais moi, si je devais en citer un, je pense que ce serait le MHSC Arsenal. Parce que voilà, à l'époque j'ai 11-12 ans, je pense. Je vais jamais au stade parce que mon père s'en bat les couilles complètement. Il suit les résultats, voilà, il aime bien le foot, mais sans plus que ça. Et la saison du titre, je vais voir 0 match à la Mosson. Moi, je commence à aimer le club en 2009, je pense, la saison où on monte. Mon père qui m'emmène voir des matchs en Ligue 2 parce que c'est gratuit, hein. Donc ça fait des bonnes sorties et moi comme un con, ben, je kiffais ça quoi. Et là, j'arrive à 11-12 ans et ce match face à Arsenal, mon père qui me fait ce cadeau-là. Et je le vois, tu sais, avec les étoiles dans les yeux à la Mosson, tu vois. Et là, je comprends, il se Ouais. passe un truc, tu vois. C'était fou. C'était fou. Et voir ce stade plein, le parcage d'Arsenal complètement dingue. La Mosson, mais comme je l'ai jamais vu, en fusion totale. Le, Ouais. le penalty de Belanda. Enfin, pour moi, Arsenal, c'était une équipe que je regardais à l'époque. Sur ESPN, les images, c'était Henry, tout ça. Enfin, pour moi, c'était fou, tu vois. Et Ouais. là, c'était la Ligue des Champions Arsenal et j'avais 11-12 ans et j'arrivais quand même à me dire que c'était un truc qui arrivera plus jamais, tu vois. Et c'était fou. C'est des souvenirs de. C'est gravé en moi à tout jamais, quoi. C'était terrible. Terrible. Ouais. L'ambiance, le bruit, tout ça. Et puis quand t'as 11-12 ans, tout est décuplé, quoi. Moi, à 11-12 ans, j'arrivais aux abords du stade, je voyais les lumières, j'étais comme un fou. Comme un fou, alors que j'allais voir des pains sucis en Ligue 2, quoi. Donc, ouais, c'était l'apothéose d'une époque. Et puis, je me rendais compte que ouais, ça arriverait plus. C'était comme dans un Ouais. rêve, quoi. C'était comme dans un rêve. Vraiment dingue. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs de fou parce que moi j'ai le souvenir tout bête, tu vois, c'est même moins beau que ce que tu viens de raconter, mais j'ai le souvenir tout bête avec mon abonnement, aller chercher le pack 3 matchs Ligue des Champions et de regarder les places et de voir le logo Ligue des Champions et de me dire putain, mais on est vraiment en Ligue des Champions, le Montpellier Hérault, enfin, tu sais, quand t'as l'habitude de regarder ça à la télé, enfin, la période de Lyon où avec Juninho et tout, tu regardais les matchs sur TF1, ça faisait quand même rêver quand t'étais petit, tu vois, Juninho, les coups francs, c'était des pénaltys, enfin, toi, tu regardais ça sur TF1 avec Thierry Gilardi, enfin, et te dire que ton club va y participer, pour moi, c'était fou, quoi. Je me rappelle avoir bloqué sur ces places et les avoir regardées pendant pas mal de temps, en me disant, putain, mais on y est, quoi.
et c'était juste dingue de participer à la Ligue des Champions. C'est un souvenir. Mais enfin, c'est bizarre parce que les matchs comme ça, moi j'ai des flashbacks, mais j'en ai très peu de souvenirs parce que en fait c'est tellement intense quand t'es au stade. Il y a un tel brouhaha autour de toi. Il y a une telle osmose avec les supporters, tout ça, parce que on a beau dire que Montpellier, il n'y a pas de public, on est que 12, 13 000, mais sur les grands rendez-vous, vraiment, la Mosson, quand elle est bouillante, c'est vraiment le feu. Le souvenir du béton sous mes pieds qui tremble. Et c'est vrai que ben, tous les gros matchs, les gros rendez-vous comme ça, j'ai que des flashbacks parce que ça passe tellement vite. T'es là, tu regardes à droite, à gauche, comme tu dis, Romain, il y a de la lumière partout, il y a des gens partout. T'es serré comme une sardine sur les places. Enfin, vraiment, ce rendez-vous-là, il est historique, hein, parce que honnêtement, j'ai 34 berges et je suis pas certain qu'on le revive un jour. Mais franchement, c'est un très 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 beau souvenir. Et puis en plus, ça dénote à une période où ben on venait d'être champion et on venait de rouler sur toute la Ligue 1, on venait d'être champion à la place du PSG Qatari qui venait juste d'arriver. Enfin, voilà, c'est une période pour moi. Euh, c'est difficile d'en parler parce que j'étais jeune. Bon, moi, j'avais pas 11 12 ans. Je devais avoir je suis plus vieux, moi, hein. Je devais avoir 22 23 ans, tu vois. Il y a une période de ma vie où, tu sais, ben, tu commences à travailler, t'as pas trop de sous, mais quand même, tu te payes ton abonnement, tu te payes ton pack Ligue des Champions, tu galères un peu, c'est tes premiers tafs. Mais le souvenir que, ouais, c'est hors du temps, en fait. Ce qui s'est passé en 2012, le titre, la Ligue des Champions, honnêtement, c'est hors du temps. C'est un truc, c'est intemporel. Tu pourras jamais expliquer vraiment ce que tu as vécu aux gens, parce que les gens de l'extérieur, eux, quand t'en parles de l'année du titre, quand tu parles de la Champions League, les gens, ils te prennent vraiment pour un extraterrestre. Parce qu'on a vécu un truc où on était nous-mêmes pas préparés. Moi, je me rappelle de la saison où on est champion. Quand je me présente devant la grille de la Mosson à chaque match, je sais pas pourquoi, les gars. C'est un truc, c'est dans les tripes, hein. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'on allait gagner. Il y avait un truc, il y avait une atmosphère, il y avait un truc qui se dégageait de la paillade où tu te sentais invincible. Et j'ai le souvenir d'un match, les gars, alors c'est pas celui-là que je voulais raconter à la base, mais allez, je vais vous en parler quand même. C'est le Montpellier-Caen à la Mosson, où à la mi-temps, il y a 0-0. Au final, on gagne 3-0. Le gardien de Caen, j'ai plus son nom, les gars, mais il finit avec la note de 9, je crois, dans l'équipe, alors qu'il vient d'en prendre 3, mais il avait fait un match. Il nous avait tout sorti en première mi-temps. Il avait fait un match stratosphérique, le gardien Canet. Je m'en rappellerai toute ma vie. Alors les gars, si vous l'avez sur le hashtag, le nom du gardien, même si à l'arrivée on gagne 3-0, il avait eu 9 sur 10 dans l'équipe. Sur le côté gauche, ça arrêtait pas. Utaka, Bedimo, les centres, Giroud, ça allumait de tous les côtés. Et pourtant, malgré ça, ils arrivent quand même à la mi-temps à 0-0, puis ils se sont complètement effondrés en seconde période. Et on arrive à gagner le match 3-0. Mais c'est ce genre de match, c'était fou. Il y a Saint-Étienne aussi, il y en a un qui me l'a dit, je crois, sur le hashtag, où tu vis un match où Ruffier t'écœure littéralement, et puis à la fin, à la toute fin, t'as ce but de Giroud venu d'ailleurs. Enfin bref, moi le match que je voulais vous parler à la base, les gars, et puis on clôturera là-dessus. Je lirai quand même quelques-uns d'entre vous sur le hashtag. Pour moi, mon plus beau souvenir, les gars, c'est Montpellier-Strasbourg, le match de la remontée. Parce que ben déjà c'est un côté sentimental parce que c'est mon dernier match en tant qu'Armata. Après je suis devenu sympathisant. Donc déjà sentimentalement parlant, ça a un côté un peu particulier. Et ce match-là, honnêtement, tu peux écrire un livre, tu peux écrire une BD, tu peux écrire un manga. Jamais tu tomberas sur un scénario comme ça. C'est fou ce qu'on a vécu. Je me rappelle de vivre ce match à tel point que j'avais l'impression d'être sur le terrain. T'as le but de Costa, t'as la tête de Marveau, le centre de Costa rentrant, tu mènes 2-0, t'as Jourdain qui arrête un penalty, t'as Carasso qui arrête un penalty qui se blesse, t'as Jourdain qui rentre, qui fait un arrêt de folie à la fin, t'as un but de Compan qui est refusé pour hors-jeu, un but magnifique qui, je crois, après les ralentis n'était pas hors-jeu. Enfin, il s'est passé
tous les scénarios possibles dans ce match. La Mosson, elle était bondée. Il y avait une ambiance, même 2-3 heures avant le coup d'envoi. Les rues, elles étaient pleines. T'avais l'impression de vivre un match de Champions League, alors que c'était un match pour remonter en Ligue 1. C'était fou. Euh, Ce qu'on a vécu, c'était dingue. Moi, ce match-là, je m'en rappellerai toute ma vie d'avoir, à la fin du match, d'avoir un petit peu truqué le gars de la sécurité en lui faisant signe que j'allais pas envahir. Et dès le coup de sifflet final, à l'époque, j'avais des cannes, hein, j'ai escaladé la barrière à une vitesse folle et puis je me suis dirigé sur la pelouse. Voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est un souvenir qui est gravé. Courbis qui galère à regagner le vestiaire. C'est Alexis Thébault, le gardien de camp. Merci Vincent pour le petit WhatsApp. Merci mon poulet. C'était Alexis Thébault, le gardien de camp, les gars, qui avait été incroyable sur le match que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pour revenir à Strasbourg, ouais, c'était vraiment ce match-là. Je m'en serais voulu de pas le vivre. C'était fou. Voilà. De A à Z, vraiment, les gars, c'était fou. Voilà. Pour mon match à moi. Il y en a beaucoup, les gars, sur le hashtag. Il y a la but qui dit, mon plus beau souvenir, c'est le but de Giroud contre Saint-Etienne. Ah, ben, c'est toi que j'avais vu, mon poulet. La reprise de volée exceptionnelle et c'était un moment magique en Cévennes. La tribune tremblait. Je me rappellerai à vite ce but et de l'ambiance ce jour-là. Ouais. Ben qui a beaucoup d'anecdotes, mais lui, parce que c'est normal, c'est un petit peu le doyen du space. Meilleur souvenir, 86 PSG en coupe. La butte non couverte avec mon frangin. 90 Bucarest sous la flotte, 2001 OM en Cévennes avec mon papa, Arsenal, la musique incroyable, ouais, Ligue des Champions, 5-1 contre Lyon avec ma fille aînée. Ouais, le 5-1 contre Lyon était pas mal. Je m'en rappelle. C'est sous Jean Fernandez, si je dis pas de bêtises. Et 2019 en loge contre le PSG avec ma moitié. Putain, t'en as vécu aussi, mon Ben. Thibaut qui dit le but de Belanda contre Arsenal. Il y a Lucas qui dit l'un des premiers et plus vieux souvenirs que j'ai du stade, enfant, tout début années 90, MHSC Metz qu'on gagne. J'étais heureux qu'on gagne avec mes yeux d'enfant, avec la tribune en bois, à la place de Gévaudan et Gualoquet. Putain, ça doit dater ça, Lucas, je me rappelle même plus. Il y a Anto qui dit, en vrai, j'ai pas de gros trucs qui s'est passé à la Mosson quand j'y allais, mais je pense au but de Mounier contre le PSG en 2014-2015, ou le France-Chili de 2011, mon premier match de l'équipe de France. Ok. Il y a Laurie qui dit, mon plus beau souvenir, c'est mon premier match à la butte avec mon papa. J'étais hot comme 3 pommes, mais depuis, la passion est restée. Ça, c'est magnifique. Il y a Kevin qui me dit, plus beau moment à la Mosson, la délivrance de ma vie Didier avec son missile face à Monaco. Pour le but du 3-2, j'ai failli bondir jusqu'au terrain tellement j'étais en train de... Ouais, c'est vrai que ce but-là est quand même à rester dans les annales, même si c'est un truc qui est très récent et que l'histoire, depuis, enfin, on a vécu quand même des trucs un petit peu plus beaux que ça. Il y a Pelavo qui dit le 3-2 contre le PSG, j'avais 14 ans. Alexis Thébault, merci les gars pour Alexis Thébault. Cette dernière partie d'émission est un pur régal pour Christo. Strasbourg, Lille, Auxerre. Il y a Julien Donsavani qui nous dit Strasbourg, match de la remontée, on est d'accord mon poulet. Lille, quasi titre. Ouais, Lille. Alors Lille, les gars, on peut en parler un petit peu vite fait avant de couper. Les gars, vous y étiez contre Lille ou pas? Non. Non, Non, malheureusement. vous étiez un peu jeune. Lille, Julien, pour te répondre, mon poulet. Alors oui, c'était beau, mais putain, je me chiais dessus, frérot. À un point, Lille, c'était les Eden Hazard et compagnie, ça jouait trop bien. Ce match, il était bien, mais pour moi, il était tellement tendu parce qu'il y avait énormément d'enjeux par rapport à la course au titre que je l'ai regardé vraiment, tu sais, limite le ventre noué, quoi. Tu vois, limite, j'ai pas profité pendant ce match-là parce que j'avais vraiment, et j'ai l'impression que le stade c'était un peu pareil. J'étais vraiment tétanisé par l'enjeu. Et puis Montpellier Arsenal pour toi aussi. Ok les gars, ben on va clôturer là-dessus. Voilà, on fera plus de rubriques comme ça, les gars. On fera plus de petites choses un petit peu plus légères pour détendre l'atmosphère et pour éviter de gueuler pendant 1 heure et demie, les gars, parce que bon, ben voilà, on a tous compris qu'il fallait redresser la barre et que c'était très très compliqué en ce moment. Et on va essayer de vraiment faire la première partie d'émission, les matchs actuels, et essayer d'être un petit peu plus léger, une ambiance un petit peu plus légère en deuxième partie d'émission. Les gars, n'hésitez pas à nous marquer sur le hashtag si vous avez aimé cette rubrique. On essayera de la refaire les semaines suivantes si ça vous a plu, avec peut-être d'autres concepts également. Voilà. Merci mon Thomas. Merci mon expatrié préféré. Ben, merci à vous. Comme d'hab, c'est vrai qu'on se dit putain, va falloir débriefer des défaites, mais franchement, ben, c'est la meilleure des thérapies, ce Space MHSC. Et merci à tous les auditeurs et à vous d'avoir participé. Merci mon frérot. Merci mon Yadou. Merci mon poulet. Bah écoute, comme d'hab, hein, merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, c'est bien de finir sur une belle note souvenir. Ça te permet
d'oublier un instant les résultats catastrophiques de l'équipe et puis de te rappeler qu'on a eu la chance d'être heureux et qu'on aura la chance d'être heureux rapidement, j'espère. Clairement, ça fait du bien de cette ambiance un petit peu plus légère, un petit peu plus détendue. Merci mon Romain, merci mon crack. Mais merci à toi et merci aux gars et merci à tout le monde d'avoir écouté encore une fois. Ça fait vraiment plaisir d'être autant après des branlées qui s'enchaînent, donc c'est cool. Ouais, ben ouais. Je vais remercier tout le monde. Merci mon Romain, merci les gars d'avoir été là. Merci à Vincent, merci pour le petit WhatsApp mon poulet. Merci à MHC Honor qui a été là ce soir, qui viendra nous voir peut-être bientôt, on espère. Julien dans Savanier, Lucas, Christo, mon frérot, Lionel, le papa de Gévaudan, Sazi, Ben, le taulier comme d'hab, Kevin, Rémi, Flo, Kassou, Nico, PK, Kevin, le frérot que j'embrasse, Guillaume, Thibaut, Mathieu, Mamad, il y a des têtes pas mal, Dynamo, Polak, Vénère, Leandro aussi mon frérot, merci d'avoir écouté, Alex, Monkey, Laurie aussi qui a été là ce soir, Anto, les gars, merci beaucoup, Clem, Julien, Théo, Loris, Shinta, la butte, Pelavo, merci beaucoup les potes d'avoir été là, on se retrouve lundi prochain, après ce match contre Brest, à la Mousson, en espérant débattre de 3 points, comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, putain les gars, j'en ai marre de dire ça à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, les gars, encore une centaine ce soir. Si on est là, les gars, c'est qu'on vous le doit, parce que franchement, vous êtes géniaux avec nous tous les lundis, et on s'en voudrait de pas être là, parce que on aurait l'impression de vous trahir tellement vous nous donnez de la force tous les lundis. Donc merci, les gars. La paillade, c'est vous, c'est nous, et on espère qu'on va se sortir de cette situation, et on espère qu'on aura des jours meilleurs devant nous. Merci à tous les amis, bonne semaine, à lundi prochain, et allez la paillade, évidemment.